Ouais. Bonjour tout le monde, donc on va commencer aujourd'hui la deuxième partie de notre cours, les probabilités. Alors, pour les probabilités, tout d'abord, je vais parler un petit peu de la théorie de probabilité. La théorie de probabilité, c'est la partie la plus abstraite de la statistique. Généralement, il traite des phénomènes aléatoires et en principe, cette science s'est développée dans les salles de jeu. C'est pour cela, vous voyez, la majorité des exemples sont retenus ou bien empruntés au jeu de hasard. Alors, la théorie des probabilités est l'intermédiaire entre ce que nous avons vu, c'est-à-dire entre la statistique descriptive, qui traite des séries statistiques directement, et l'inférence statistique, qui s'intéresse plutôt à des valeurs qui seront estimées à partir des échantillons. Donc, si je résume ça, c'est-à-dire la probabilité, il sert comme intermédiaire entre les deux grandes parties, c'est-à-dire la première qui est les parties statistiques et les statistiques inférentielles. Alors, tout d'abord, avant de traiter les probas, il faut connaître le vocabulaire qu'on utilise. Je vais essayer de faire une similitude avec le vocabulaire que nous avons déjà vu en statistiques descriptives. Tout d'abord, l'épreuve ou l'expérience aléatoire. Alors, quand est-ce qu'on parle d'une expérience aléatoire? C'est toute expérience dont l'issue n'est pas déterminable a priori. C'est-à-dire, là, vous jetez une pièce de monnaie, vous ne savez pas est-ce que vous allez obtenir pile ou face. D'accord? Alors, j'ai dit qu'une expérience aléatoire, c'est d'une part, on ne peut pas prédire avec certitude son résultat, c'est-à-dire là, vous lancez votre pièce de monnaie, vous ne pouvez pas dire est-ce que vous allez obtenir pile ou bien face. Mais cependant, vous connaissez l'ensemble des résultats possibles, c'est-à-dire là, vous ne pourrez obtenir que pile ou face. La même chose si je parle dans le cas d'un dé, bon, un dé non pipé, c'est-à-dire non truqué, c'est quand il y a les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque vous lancez votre dé, vous ne savez pas, est-ce que vous allez obtenir le 3, le 4, le 5 ou le 6. Mais par contre, vous connaissez là tous les résultats qui sont possibles. Donc, dans ce cas-là, je peux parler d'une expérience aléatoire. Alors, l'univers ou bien l'ensemble fondamental, ce qui est l'équivalent de la population statistique, il constitue et représente l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Et on le note généralement par oméga majuscule. Alors, pour chez je lance un dé une seule fois, l'ensemble des résultats possibles sont notés. Oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire là, ce sont tous les résultats possibles de lancement d'un dé une seule fois. Alors, l'événement, c'est, vous voulez, c'est l'équivalent de l'unité statistique. C'est un élément, ou bien l'élément statistique, ou bien un sous-ensemble de oméga. Alors, cet élément, il peut être élémentaire, c'est-à-dire s'il est constitué d'un seul élément. Par exemple, obtenir 2 lors du jet d'un dé, ça c'est un événement élémentaire. Mais l'événement, il peut être aussi composé. Par exemple, obtenir un numéro impair. Obtenir un numéro impair d'un dé, c'est-à-dire soit obtenir le 2 ou bien le 4 ou bien le 6. Alors, lorsque les événements sont équiprobables, par exemple, dans le cas où un dé qui n'est pas truqué, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 1 est égale à celle de 2, est égale à celle de 3, est égale à 4, 5, 6. Dans ce cas-là, la probabilité d'un événement A, il sera noté nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Et mathématiquement parlant, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Par exemple, là, si tout à l'heure, j'ai parlé de l'événement composé, obtenir un numéro impair. Donc, le nombre de cas favorables, c'est 3. C'est soit obtenir 2, 4, 6. Et le nombre de cas possibles, c'est 6. Donc, là, la probabilité de A sera égale à 3 sur 6.
Alors, soit une urne contenant 10 boules identiques, mais de couleurs différentes. J'ai là 5 boules rouges, 3 blanches et 2 bleues. Si on tire une boule au hasard et on vous demande quelle est la probabilité qu'elle soit bleue, donc là, pour qu'il soit bleu, donc le cas favorable, j'ai 2 boules qui sont de couleur bleue sur l'ensemble des boules qui est 10, donc c'est 2 sur 10, c'est égal à 0,2. Alors maintenant, pour la définition fréquentielle de la probabilité, soit oméga est un ensemble fondamental et A un événement quelconque de oméga. Donc là, je parle de définition fréquentielle de la probabilité. La probabilité de A est égale la limite quand n tend vers l'infini de f de n de A. Alors, je m'explique. Ça, généralement, ça c'est vrai pour la théorie des grands nombres. C'est-à-dire, si vous prenez votre pièce de monnaie, et généralement, si vous lancez votre pièce là 10 fois, donc là, il se peut que vous allez obtenir 6 fois pile, 4 fois face, ou bien 7 fois pile, 3 fois face. D'accord? Donc là, les probabilités a posteriori, ils diffèrent des probabilités a priori, c'est-à-dire de 0,5. Par contre, là, si vous faites ça plusieurs fois, c'est-à-dire vous lancez votre pièce de monnaie 1000 fois, c'est ça, n tend vers l'infini. Donc, vous allez avoir à peu près la probabilité d'avoir pile, c'est 495 ou bien 490 sur 1000, qui à peu près est égal à 0,5. D'accord? Donc là, généralement, lorsque n est très grande, donc la probabilité de A, il tend vers sa fréquence. Donc là, si vous voulez, si je fais une équivalence entre ce que nous avons fait en statistique descriptive, je peux comparer là, les fréquences. La fréquence, vous vous rappelez, c'est l'effectif sur la taille totale est identique à la probabilité. Alors, avec un nombre de fois que l'expérience se répète, et Fn est égal n de A, c'est-à-dire l'effectif sur n, fréquence de la réalisation de l'événement A au cours de n répétitions. Bon, si vous prenez mon cas, j'ai enseigné presque à 14 000 étudiants le module de statistique. Parmi ceux-ci, il y a seulement 1265 qui ont raté leur module. Alors là, si je voulais voir la probabilité de rater le module de statistique, donc c'est 1265 sur 14 000. Il est de 0,09%. Donc là, en général, 81%, 91% des étudiants doivent réussir leur module. D'accord? Alors, les règles de calcul de probabilité. Premièrement, la probabilité de réalisation d'un événement impossible. Un événement impossible est égal à 0. Alors, exemple d'un événement impossible, par exemple, si je pars demander, bon, vous savez le dé, il a 6 faces qui sont numérotées de 1 à 6, et je vous demande quelle est la probabilité d'avoir le chiffre 8, ou bien 9, ou bien 10, bon, c'est impossible. Donc, cette probabilité sera égale à 0. Cependant, la probabilité de réalisation d'un événement certain, c'est-à-dire un événement certain, c'est pour demander toujours, je vous demande quelle est la probabilité d'avoir le chiffre 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Donc ça sera égal à 1, puisque là c'est certain, vous allez avoir l'un des résultats. Alors maintenant, si A et B, deux événements incompatibles, alors la probabilité de la réalisation simultanée des deux événements est la somme des probabilités, c'est-à-dire lorsque je dis la réalisation simultanée en même temps. Et la somme des probabilités, c'est-à-dire la probabilité de A union B, serait égale à P de A plus P de B. Cependant, si A et B ne sont pas deux événements incompatibles, alors la probabilité de la réalisation simultanée des deux événements, la probabilité de A union B sera égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. D'accord? Et enfin, la probabilité de l'événement contraire de A, qui est notée la probabilité de A bar, est égale à 1 moins P de A.
Alors maintenant, on va voir les probabilités conditionnelles et indépendance. Alors, soit deux événements A et B. Si la probabilité de B est supérieure à 0, on a la probabilité de A telle que B, qu'on note aussi la probabilité de B et de A. La probabilité de A telle que B, elle est égale à P de A inter B sur P de B. Ça, c'est la probabilité de A si, c'est-à-dire sachant que B est déjà réalisé. C'est-à-dire là, si vous voulez, mon oméga va être restreint à l'ensemble B. Ce n'est plus l'ensemble oméga. Donc, c'est ce que je vais appeler une probabilité a posteriori. Est égale à P de A inter B sur P de B. Alors, si on jette un dé et que l'on considère les deux événements suivants, c'est-à-dire A, avoir un nombre pair, B, avoir un nombre supérieur ou égal à A. Donc, on a donc A qui est constitué des chiffres 2, 4, 6. La probabilité de A sera égale à 1,5. Et la probabilité de B, c'est-à-dire là, avoir un nombre supérieur à 4, c'est-à-dire 4, 5, 6, donc P, pardon, la P de B, que je corrige ça là. P de B ici est égal à 3 sur 6. D'accord? Et la probabilité et A inter B est égale à 4, 6. Donc là, vous voyez, les éléments communs entre A et B, c'est 4 et 6. Donc la probabilité de A inter B est égale à 2 sur 6 un tiers, et P de A tel que B réalisé sera égal à P de A inter B sur P de B, c'est-à-dire un tiers sur P de B qui est égal à 1,5 sera égal à 2 sur 3. Alors, définition des événements A et B sont dites indépendants si la probabilité de A tel que B est égale à P de A. Cela veut dire quoi? Là, la probabilité de A tel que B, soit B est réalisé ou n'a pas été réalisé, il sera égal à toujours à P de A. C'est-à-dire, là, l'événement A, elle est indépendant de B. Que B soit réalisé ou ne soit pas réalisé, donc la probabilité de A et que B sera toujours égale à P de A. Et si A et B sont deux événements indépendants, on aura toujours la probabilité de A inter B, il sera égal à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Alors, et là je vais entamer avec vous la probabilité de cause et en particulier le théorème de Bayes, et c'est ça ce qu'on applique le plus souvent en biologie. Donc la partie de probabilité qu'on va étudier, là je vais beaucoup insister sur ce théorème de Bayes parce que c'est le théorème de Bayes, il est très important, surtout pour connaître l'efficacité d'un test biologique donné dans la modélisation bayésienne et d'autres, mais pour le moment, c'est surtout, on va le voir pour voir comment peut-on calculer ou bien savoir est-ce qu'un test est efficace ou pas, déterminer les caractéristiques de ce test biologique, ainsi de suite. Alors, voilà. Alors, pour le théorème de Bayes, parfois on ne dispose pas d'informations nécessaires pour évaluer directement la probabilité de A, ou même la probabilité de B, BI telle que A. En revanche, on connaît la probabilité de A telle que BI et on connaît la probabilité de BI pour une certaine famille d'événements B1, B2 jusqu'à Bn. Alors, je répète, là, je ne connais pas P de A ni P de BI tel que A. Cependant, je connais P de A tel que BI et la probabilité de BI. Et l'essentiel, là, c'est de pouvoir calculer ces probabilités à partir de celles qui sont connues. Alors, comment à partir de ces probabilités connues peut-on calculer P de A et la probabilité de BI telle que A pour tout i qui est compris entre 1 à n? La réponse nous a été donnée par Thomas Bayes
son nom est resté attaché à la notion de probabilité a posteriori. Là, je vais expliquer tout à l'heure que ça veut dire une probabilité a posteriori et qu'est-ce qu'une probabilité a priori. Alors, par définition, on a la probabilité de B de J tel que A est égale à la probabilité de A inter BJ sur P de A. D'accord? Et par la loi de multiplication, on a la probabilité de A en J est égale à la probabilité de A tel que BJ fois BJ. D'accord? Alors, pour J est égal à 1 à N. On trouve la probabilité de BJ telle que A est égale à la probabilité de A telle que BJ que multiplie la probabilité de BJ, ça, je remplace ça ici sur P de A. Alors maintenant, si B1, B2, BI, Pn est une partition de oméga telle que B1, B2 jusqu'à Bn qui appartient à un grand A, alors pour tout événement de A appartenant à A, on aura la probabilité de A est égale à la somme de I est égale à 1 jusqu'à N de la probabilité de l'intersection de A inter BI, qui est égale dans le langage des ensembles, c'est-à-dire union, qui veut dire aussi somme, de I est égal à 1N de A inter BI. Alors, comme par la loi de multiplication, nous avons la probabilité de A inter BI est égale à la probabilité de A tel que BI fois la probabilité de BI. Pour I est égal à 1 jusqu'à N, on en déduit la formule de Bayes qui s'écrit comme suit. Donc, la probabilité de BJ telle que A est égale à la probabilité de A telle que BJ fois BJ sur l'ensemble des probabilités de A telles que BI qui multiplie la probabilité de BI. Donc, en la voyant comme ça va vous paraître un petit peu compliqué ce théorème de Bayes. C'est pour cela, à travers les deux petits exemples, vous allez voir que vous pouvez retrouver facilement cette formule. Alors, premièrement, je vais commencer par le premier exemple enfantin. Alors là, vous avez des boîtes. Dans les 25 boîtes, vous avez des friandises. Et ces friandises, se trouvent dans quelques boîtes seulement. D'accord? Alors maintenant, si j'ouvre les boîtes, je vois que les friandises, c'est-à-dire les bonbons, ils sont contenus dans quelques boîtes et les autres sont vides. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais colorier les boîtes avec deux belles couleurs, la couleur violette et la couleur verte. Et là, si on les ouvre, on constate que la majorité des boîtes violettes contiennent des friandises. D'accord? Par contre, les boîtes vertes, la plupart sont vides. Il y en a quelques boîtes vertes qui contiennent généralement les friandises. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refermer de nouveau les boîtes et je vais les reclasser pour que vous ne vous rappelez plus de la position de ces boîtes. Et là, on vous demande de choisir une boîte contenant des friandises. Bien sûr, là, tout le monde va choisir, pour qu'il augmente la chance de trouver des friandises, vous allez choisir une boîte violette. Alors, si vous avez choisi là une boîte violette, donc là, vous avez agissez, c'est-à-dire, si vous agissez comme suit, donc là, vous pratiquez un choix typiquement bayésien, c'est-à-dire là, au lieu, donc là, pour augmenter les chances de trouver la boîte qui est pleine de bonbons, donc normalement, logiquement, vous devez choisir une boîte violette. Conclusion, donc la probabilité de trouver des friandises en choisissant une boîte violette est plus importante
que si l'on choisit une boîte au hasard, non colorée comme c'était au départ. D'accord? Voilà pour ce premier exemple. Donc maintenant, je vais prendre un exemple qui va vous concerner directement, vous biologistes. Alors, dans cet exemple, vous avez ici 120 sujets qui se plaignent d'être malades. D'accord? Alors, parmi, en réalité, 25 seulement sont vraiment malades, qui sont colorés en rouge, et 95 ne le sont pas, que j'ai coloré ici en bleu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Nous allons prendre du sérum de chaque, c'est-à-dire du sang de chaque individu, et nous allons faire, suivre à chaque individu, un test biologique pour savoir est-ce que le test est positif ou bien le test est négatif. D'accord? Alors, maintenant, lorsque je fais le test chez les malades, c'est les 25 malades, j'ai trouvé effectivement 21 qui ont le test positif et 4 qui ont le test négatif. Ça, c'est parmi les individus malades. D'accord? Les malades, 21 sont positifs et 4 sont négatifs. Maintenant, parmi les sujets non malades, la majorité, bien sûr, ils vont présenter un test négatif et seulement, et là j'ai 8 qui présentent un test positif. Alors, normalement, s'ils ne sont pas malades, le test doit se révéler, bien sûr, négatif. Et ça, si le test est parfait. Alors, maintenant, je regroupe les 120. Donc, ici, les résultats de l'ensemble de tests. Comme on n'en voit rien, on va récapituler tous ces résultats sous forme d'un tableau. Alors, regardez ici mon tableau. Dans mon tableau, j'ai 120 personnes. Ça, c'est le total. Alors, parmi ces 120 personnes, j'ai des individus qui sont malades. J'ai 25 personnes qui sont malades, donc c'est la couleur rouge. Et bien sûr, automatiquement, 95 qui sont sains. Alors, premièrement, pour calculer la probabilité des malades, donc ça, c'est ce que j'appelle la probabilité a priori, c'est-à-dire avant que l'individu subit un test biologique. D'accord? Là, vous constatez que parmi les malades, vous avez 21 seulement qui se sont révélés positifs. Donc, la probabilité d'être... bon, pardon. Tout d'abord, on va calculer la probabilité a priori. J'ai 25 individus qui sont malades parmi les 120. Donc, la probabilité d'être malade, c'est 25 sur 120, qui est égal à peu près à 21%. Mais maintenant, si je cherche la probabilité d'être malade, tout en sachant que l'individu est positif, est positif au test. Donc là, vous constatez que vous avez, parmi les malades, vous avez 21 sujets qui ont présenté un test positif. Et l'ensemble des individus qui ont présenté un test positif, c'est 29. Donc, la probabilité d'être malade, si le test est positif, c'est ça ce que j'appelle la probabilité a posteriori. Elle est égale à 21 sur 29. Donc, c'est 72%. Alors là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc là, vous avez constaté ici, on a amélioré la probabilité d'être malade, bien sûr, si le test est positif, en passant de 21% à 72%, soit un facteur de 3,5. Tout simplement parce que là, mon univers a été réduit tout simplement aux individus qui sont positifs, c'est-à-dire les 29. C'est pour cela j'ai augmenté. C'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur les friandises. Donc là, lorsque vous réduisez tout simplement votre univers aux boîtes violettes, bien sûr, la chance de trouver des friandises dans la boîte sera beaucoup plus grande. Donc là aussi, vous avez augmenté la probabilité de trouver vos friandises. La même chose ici, lorsque je parle
des individus malades tels que le test est positif, donc là, la chance de trouver généralement la probabilité que l'individu soit malade sera telle que le test est positif est beaucoup plus importante que la probabilité a priori. Mais normalement, dans l'exemple que j'ai pris, tous les calculs que j'ai établis ont été possibles car on connaît ceux qui sont malades et ceux qui sont sains. Mais dans la vie réelle, on ne sait pas qui est-ce qui est malade. D'accord? Donc là, on doit faire le test et après le test, donc là, si je trouve par exemple un test positif, et la question que je me pose, suis-je malade? Parce que vous avez constaté, chez les individus sains, on a aussi trouvé des tests positifs. D'accord? C'est-à-dire, autrement dit, quelle confiance on peut accorder à cet examen? Donc là, la question posée, c'est-à-dire quelle est la probabilité d'être malade si le sujet est positif? D'accord? Donc, quelle est la probabilité d'être malade si le sujet est positif? Si je vais écrire ça sous forme mathématique, c'est-à-dire la probabilité de m telle que plus. D'accord? La probabilité malade si le test est positif. Alors, cette probabilité, généralement, qu'on peut l'écrire de trois manières. P de A sachant B, il s'agit d'une probabilité conditionnelle, donc vous dites sachant ou bien si, que vous pouvez écrire aussi probabilité de A telle que B, avec la syntaxe, ou bien P de A telle que B. Alors, nous allons maintenant formaliser les choses en écrivant des événements. L'événement A, c'est être malade, et l'événement grand B, c'est présenter un résultat du test positif. Alors, pour calculer la probabilité de A, sachant que B a été réalisé, c'est ce que j'appelle la probabilité a posteriori. P de A est la probabilité a priori. D'accord? Alors maintenant, soit A et B des probabilités des événements indépendants, dont la valeur peut être représentée par la surface colorée. Par exemple, ici, j'ai utilisé le diagramme de Venn pour voir un individu. Là j'ai en bleu l'événement A, B, l'événement B, ce qui est coloré en rouge. Et là, je voudrais montrer la probabilité de chaque événement. Donc là, comme vous le voyez ici, la probabilité de A, il peut être imagé par le rapport de A sur tout l'univers. Donc là, pour calculer la probabilité de A, c'est la surface de couleur bleue sur la surface totale ici de l'univers. D'accord? De même, pour la probabilité de B, donc c'est la surface qui est colorée ici en rouge sur la surface grise totale qui est oméga. Donc là, comme j'ai dit, la probabilité de B, on peut l'imaginer par le rapport B sur oméga. Alors maintenant, pour la surface de A inter B, bien la probabilité de A sur B, elle est égale à quoi? La surface, on voit que la probabilité de A si B, que je représente ici en rouge foncé, d'accord, est représentée par l'intersection des deux surfaces A et B. Cette surface est une partie de B. D'accord? Donc on peut écrire P de A si B est égal à inter B, la probabilité de A inter B sur la probabilité de toute la surface B. D'accord? De même, je peux faire ça pour A. C'est-à-dire là, je vais prendre pour chercher la probabilité de B si A. D'accord? Donc
je vais réduire là mon univers plutôt en A, et je vais avoir, et ce qui est donné par la couleur foncée, donc je vais avoir la probabilité de B si A est égale à la probabilité de A inter B sur P de A. D'accord? Alors là, voici les deux expressions que nous avons trouvées. Nous avons trouvé P de A si B est égal P de A inter B tel que la probabilité de B. Et nous avons trouvé aussi la probabilité de B cette fois-ci si A est égal P de A inter B sur P de A. Donc là, vous voyez, j'ai le P de A inter B dans les deux équations. Alors, si je fais une petite inversion dans chaque formule, je vais obtenir le fait suivant. Donc là, je vais avoir P de A inter B est égal P de A si B fois P de B. Et toujours le P de A inter B est égal P de B si A que multiplie P de A. Donc, à partir de là, je peux écrire l'égalité suivante. Donc, P de A si B fois P de B est égal à P de B si A fois P de A. D'accord? Et ça, ce qui est l'amorce du théorème de Bayes. C'est-à-dire là, si vous avez compris ça, donc là, c'est ça l'amorce du théorème de Bayes, cette valeur par la suite à P de B, nous allons voir ça tout à l'heure. On peut vérifier cette égalité sur notre exemple 2 que nous avons vu. Alors, vous vous rappelez là, pour mon exemple 2, j'avais 25 malades, 95 personnes saines. Alors, 21 malades, 21 qui ont montré le test positif parmi les malades. Ici, donc ce que je vais appeler les vrais positifs. Là, 8 qui ont montré aussi le test positif, mais qui sont sains, et ainsi de suite. Alors là, la probabilité d'être malade, PA, est égale à 25 sur 20, égale à 0,208. La probabilité de PB, c'est-à-dire là, le nombre des individus qui ont un test positif parmi les 120, est 29 sur 120 de 0,242. La probabilité de A telle que B, là, la probabilité de A telle que B, c'est-à-dire la probabilité d'être malade. Ah, pardon, ça c'est plutôt ici, je dois changer ça. Ça c'est la probabilité de B. De B tel que A. C'est-à-dire la probabilité d'avoir le test positif tel que l'individu est malade. Donc c'est ça ce que j'appelle la sensibilité. Alors la sensibilité est égale à 21 sur 25, qui est égale à 0,804. Et la probabilité de A telle que B, la probabilité de A telle que B est égale à 21 sur 29, est égale à 0,724. C'est-à-dire la probabilité d'être malade telle que le test est positif. D'accord? Alors là, si je voudrais vérifier l'égalité de tout à l'heure, alors j'avais probabilité de A telle que B fois P de B est égale P de B tel que A fois P de A. Donc la P de A telle que B, nous avons dit c'est 0,724 fois P de B qui est 0,242 et la P de B telle que A, c'est-à-dire la sensibilité est égale à 0,840 fois P de A qui est égale à 0,208. Alors là, les deux termes, ils me donnent la valeur de 0,164. Sachez juste pour vérifier l'égalité dont j'ai parlé tout à l'heure qui constitue l'amorce de Bayes, du théorème de Bayes. Voilà. Donc ici, j'ai la probabilité de A telle que B est égale à la probabilité de B telle que A fois P de A sur P de B. Alors, cette formule ainsi simple présente certaines difficultés. Alors, tout d'abord, calculer la probabilité P d'être malade si B, c'est-à-dire si le test est positif, nécessite de connaître trois paramètres. 1, 2, 3.
Alors, premièrement, connaître la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité d'être malade. Alors, la probabilité d'être malade signifie quoi? Je l'appelle la prévalence. Le taux de la maladie dans une population donnée. C'est ça ce qu'on appelle la prévalence. Deuxièmement, on nécessite la connaissance de la probabilité de B telle que A. Alors, la probabilité de B telle que A, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la sensibilité, c'est-à-dire c'est la capacité de test à détecter les malades. Alors, c'est la sensibilité de test qui est notée SE. Ça, c'est très important, je recommence. Alors, la probabilité de B telle que A, j'ai dit, c'est la capacité de test à détecter les malades et on l'appelle la sensibilité de test. On la note SE. Monsieur, l'écran est invisible. On n'a plus L'écran est invisible? Oui, on n'a plus un visuel sur l'écran. Alors, je vais... Bon, attendez. Et C'est maintenant? revenu. Oui, oui, c'est revenu. OK. Bon, alors, j'ai dit les trois termes qu'il faut connaître. Tout d'abord, la prévalence, P de A. Deuxièmement, il faut connaître la capacité du test à détecter les malades, c'est-à-dire la sensibilité du test qui est notée SE. Et troisièmement, la probabilité de B, c'est-à-dire présenter le résultat d'un test positif. D'accord? Alors ça, ce sont les trois termes qu'il faut connaître pour calculer la probabilité de A telle que B. Alors, pour calculer maintenant P de B, on va revenir au diagramme de Venn. Bon, regardez ici dans le diagramme de Venn, vous avez la probabilité de B. La probabilité de B ou bien B, vous voyez, est égale à A inter B et est égale aussi à A bar inter B. Donc, la couleur rouge et cette couleur-là, rouge-bleu, l'ensemble forme B. Donc, si vous voulez, la probabilité de B est égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. D'accord? Alors, la probabilité de A inter bar est égale à quoi? Donc, la probabilité de A inter bar sera égale à la probabilité de B telle que A fois P de A. D'accord? La même chose pour la probabilité de A bar inter B sera égale à la probabilité de B tel que A bar fois P de A bar. Et par conséquent, je vais avoir P de B est égal, je remplace la P de A inter B par sa valeur qui est P de B tel que A fois P de A et P de A bar inter B par la probabilité de B tel que A bar fois P de A bar. Voilà P de B qui est le dénominateur de la formule de Bayes. D'accord? Donc, pour le théorème de Bayes, vous avez la probabilité de A telle que B est égale à la probabilité de B telle que A fois P de A sur P de B. Donc, est égal à... là, j'ai un petit problème ici dans la formule. Voilà. Est égal à probabilité de B tel que A fois P de A et sa P de B que j'ai trouvé tout à l'heure, P de B tel que A fois P de A plus P de B tel que A bar fois P de A bar. Donc là, vous voyez, la formule de Bayes, il devient beaucoup plus simple. Alors, avec P de A, représente le taux de la maladie dans la population étudiée, qui est dite la prévalence. P de B tel que A signifie la sensibilité, c'est-à-dire avoir le test positif tel que l'individu est malade. Et P de B
tel que A bar, là, P de B tel que A bar, c'est quoi? C'est 1 moins la spécificité d'un test. Alors là, je n'ai pas parlé encore de la spécificité. La spécificité, c'est quoi? La spécificité, tout simplement, c'est la probabilité d'avoir le test négatif tel que l'individu est sain. A bar veut dire que l'individu n'est pas malade, c'est-à-dire qu'il est sain. Et là, vous savez que le contraire, le complément de l'événement P de B tel que A, c'est P de B bar tel que A bar. Attention, là, le A bar, il reste toujours parce que c'est ça le nouveau univers. Lorsque vous cherchez le complémentaire, vous faites tout simplement la barre sur B, pas sur le A bar, d'accord? Donc, P de B bar sur A bar est la spécificité d'un test. Or, donc là, je vais dire que P de B tel que A est égal à 1 moins P de B bar tel que A bar, c'est-à-dire la spécificité. Et là, vous avez la sensibilité et la spécificité sont les caractéristiques intrinsèques du test biologique. La sensibilité et la spécificité sont les caractéristiques intrinsèques du test biologique. D'accord? Alors, revenons à notre exemple. Alors, toujours dans mon exemple, j'ai des individus malades, des individus sains. Je vais réaliser mon test biologique. Et les gens, B, ceux qui vont se révéler B, c'est le test positif, B bar, test négatif. Alors, la prévalence, donc pour calculer la prévalence, j'ai dit c'est le taux des malades dans une population statistique. Donc, l'ensemble des malades ici, elle est égale à 25, donc 25 sur 120, c'est ça qui nous donne la prévalence. Alors, 1 moins la prévalence, c'est-à-dire c'est la valeur complémentaire de PA, c'est P de A bar est égal à 1 moins 0,208, c'est 0,792. La sensibilité, c'est la probabilité d'avoir le test positif tel que l'individu est malade, c'est-à-dire P de B tel que A. Donc, est égal à 21 sur 29. P de B, non, pardon. La probabilité, la sensibilité, c'est la probabilité d'avoir le test positif tel que l'individu est malade. Donc, l'ensemble des malades, c'est 25. Donc, c'est 21 sur 25. La spécificité du test, c'est ça, c'est-à-dire, c'est la probabilité d'être sain et avoir le test négatif. C'est-à-dire, c'est 87 sur 91. D'accord? Et 1 moins la spécificité, c'est-à-dire les 1 moins 0,916 qui vous donne 0,084. Donc là, la probabilité de A telle que B est égale à 0,724. Si vous faites le calcul, vous allez obtenir 72,4%. Donc là, la probabilité de A telle que B, qu'on appelle aussi, ça c'est la probabilité d'être malade tel que le test est positif, ce qu'on appelle la valeur prédictive positive. La valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'être malade tel que le test positif. Ce que nous avons cherché à le théorème de Bayes. Alors, la probabilité de A tel que B, en termes de diagnostic, elle est dite la valeur prédictive positive, la VPP, qui est à 72,4%. Alors, voilà ici un exemple qui utilise les météorologistes là, pour vous dire est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Alors, là, si je prends le cas ici d'un pays où il pleut une journée sur 4, c'est-à-dire là, la probabilité de pleuvoir est 25%, et si on a du nuage noir, alors la probabilité du nuage avec pluie est de 80%, probabilité du nuage sans pluie est de 5%. Alors là, si je veux calculer la probabilité a posteriori, il sera égal à 84%. Donc c'est ça. Donc les gens qui travaillent dans le service météo, ils utilisent le théorème de Bayes là pour nous dire est-ce qu'il va plus
voir ou pas. Mais bien sûr, toujours les résultats sont donnés avec une certaine probabilité. Donc, ça, c'est la probabilité a posteriori. Alors, le raisonnement bayésien. Donc là, vous avez constaté toujours que les probabilités a posteriori sont beaucoup plus importantes que les probabilités a priori. C'est-à-dire là, on augmente les chances pour pouvoir donner son verdict sur une chose. Par exemple, lorsque un patient il part chez les médecins pour savoir est-ce qu'il est malade ou pas, il lui demande de faire des analyses. Bon, là, bien sûr, là, au départ, il fait un diagnostic là, sur visuel, la couleur du visage, sa température, mais tout ça, c'est pas suffisant. Là, pour être sûr, il va lui demander de faire des analyses. D'accord? Ça, c'est dans quel but? C'est pour s'assurer que l'individu, il est infecté ou bien, c'est-à-dire qu'il contracte une maladie donnée. D'accord? Donc là, lorsque le médecin se base tout simplement sur les tests cliniques au départ, c'est-à-dire température, la couleur des yeux, donc il pose des questions sur son comportement et ainsi de suite, ça c'est les premiers diagnostics. Bon, avec l'expérience, on peut dire l'individu souffre de ça ou ça. Mais pour s'assurer, généralement, on leur demande de faire un test biologique donné, soit des radios, soit des tests sérologiques et ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous voyez ça, ce que j'ai appelé la probabilité a priori, au départ. Et ici, lorsque le test, ça correspond à la loupe qui va nous monter cette probabilité a priori, il va nous donner une probabilité a posteriori qui est très importante. Donc là, on s'approche beaucoup plus de la réalité de cette maladie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est malade ou pas. Donc, on est ce qu'on appelle une inférence, c'est-à-dire on peut, le théorème de Bayes, si vous voulez, il nous permet de passer, c'est-à-dire de connaître une probabilité a posteriori. Ça, c'est pour augmenter les chances de ne pas se tromper sur une maladie donnée. J'espère avec ça, vous avez maintenant compris quel est le principe du théorème de Bayes. C'est tout simplement, c'est pour calculer cette probabilité a posteriori qui va vous être très utile généralement pour s'assurer d'un phénomène donné, autrement dit, de s'approcher le plus de la réalité des choses. Alors voilà, maintenant je vais parler de l'application du théorème de Bayes. C'est pour la performance d'un test. Nous avons déjà parlé d'un test biologique qui se caractérise d'une part par savoir dans les objectifs de ça, c'est de savoir mesurer la valeur intrinsèque d'un test, c'est-à-dire mesurer la sensibilité et la spécificité. Donc, vous avez vu que la sensibilité, je dis, c'est la probabilité d'avoir le test positif tel que l'individu est malade. Et la spécificité, c'est la probabilité d'avoir le test négatif tel que l'individu est sain. Donc là, j'utilise des probabilités conditionnelles. Je peux connaître d'autres. Et le théorème de Bayes me permet de trouver ces différentes valeurs. Deuxièmement, savoir estimer et discuter la performance d'un test sur le terrain, c'est-à-dire là de connaître la valeur prédictive positive, la VPP, c'est-à-dire la probabilité d'être malade tel que le test est positif, et la valeur prédictive négative, c'est-à-dire la VPN, c'est-à-dire la probabilité de ne pas être malade tel que le test est négatif. D'accord? Donc, ça, c'est pour connaître les performances d'un test et aussi les valeurs intrinsèques d'un test donné. Alors,
mesure de la valeur intrinsèque d'un test, c'est sensibilité et spécificité. Donc, la performance de test se mesure par rapport à une méthode de référence. Deux indices la caractérisent, c'est-à-dire la sensibilité et la spécificité. D'accord? Alors, sensibilité et spécificité. Alors, lorsque je cherche les caractéristiques intrinsèques d'un test, généralement, le statut malade-non malade, elle est connue. Je connais dès le départ, est-ce que l'individu est malade ou pas. Alors, la sensibilité est la capacité du test d'identifier les malades, c'est-à-dire la probabilité d'avoir le test positif tel que l'individu est malade. Et la spécificité est la capacité du test à identifier les individus, les sains, les individus sains, les non malades. Alors, je corrige ici les non malades. Voilà. Alors, voilà, je retourne toujours à mon exercice de tout à l'heure. Là, c'est un nouveau exercice. Là, sur le paludisme. Dans ce paludisme, ici, j'ai pris 100 individus qui sont malades et 100 individus qui ne sont pas malades. Alors, je vais un test de bandelette. Alors, si la bandelette se révèle positive, chez les malades, nous avons vu, il y a 95 sujets ont été positifs. Et ça, c'est ce que j'appelle les vrais positifs, parce que ce sont des individus malades et qui ont présenté un test positif, donc ça, on les appelle les vrais positifs. Alors, ici, vous voyez que j'ai 20 personnes qui se sont révélées positives alors qu'ils sont sains. Donc, ces individus, je vais les appeler des faux positifs. Pourquoi je les appelle des faux positifs? Parce que normalement, s'ils sont sains, et le test doit être négatif. Mais puisqu'ici, ils ont montré un test positif, donc je les appelle des faux positifs. Là, vous avez ici des individus malades, mais le test s'est révélé négatif. Alors que normalement, s'ils sont malades, le test doit être positif. Donc, c'est pour cela que je les appelle des faux négatifs. Et enfin, ici, j'ai les 80 individus qui sont sains avec le test qui s'est révélé négatif. Donc, là, il s'agit des vrais négatifs. Voilà comment vous devez faire la lecture de ce tableau croisé 2x2. D'accord? Alors, à partir de ça, je peux calculer les caractéristiques intrinsèques du test, c'est-à-dire la sensibilité et la spécificité. Alors, je dis la sensibilité, c'est la probabilité d'avoir le test positif tel que l'individu est malade. Alors, ceci est égal les vrais positifs au rapport des vrais positifs sur l'ensemble des individus malades, c'est-à-dire les vrais positifs plus les faux négatifs. D'accord? Donc, ça vous donne 95 sur 100 est égal à 0,95. Pour la spécificité, j'ai dit c'est la probabilité, normalement, d'avoir le test négatif tel que l'individu est sain. Donc, ça va être égal les vrais négatifs sur l'ensemble des individus qui sont sains, c'est-à-dire les vrais négatifs plus les faux positifs, ce qui va vous donner 80 sur 100 est égal 0,80. Donc là, pour ce test, les caractéristiques du test, sensibilité est égale à 95% et spécificité est égale à 80%. Alors maintenant, mesure de la performance d'un test
en situation de terrain. C'est-à-dire là, je vais voir, pas diagnostiquer une personne, mais je vais voir là, sur un ensemble de personnes, sur une population statistique. En pratique, le statut malade-non malade n'est pas connu à l'avance. D'accord? C'est la raison pour laquelle on prescrit un test. Alors, si le résultat du test est positif, diagnostic, alors pour la diagnostic, on dit quelle est la probabilité pour que le sujet soit réellement malade. D'accord? Et pour le dépistage, on dit parmi l'ensemble des tests positifs, quelle est la proportion qui correspond à des vrais malades. Alors, si on connaît les vrais positifs et les faux positifs, donc là, je peux calculer la VPP, c'est-à-dire la valeur prédictive positive, qui est égale à la probabilité d'être malade tel que le test est positif. Alors, ça est égal au rapport des vrais positifs sur l'ensemble des positifs, c'est-à-dire les vrais positifs plus les faux positifs. D'accord? Et maintenant, si le résultat de test est négatif, diagnostic, on dit quelle est la probabilité pour que le sujet ne soit pas malade, c'est-à-dire avec quelle confiance peut-on le rassurer. Et pour le dépistage, je dis parmi l'ensemble des tests négatifs, quelle est la proportion qui correspond à des sujets non malades. D'accord? Alors, si on connaissait les vrais négatifs et les faux négatifs, donc là, je peux calculer la VPP, c'est-à-dire la valeur, la VPN. Je fais beaucoup d'erreurs ici. Hein? Je peux calculer la VPN. Ici, c'est pas la VPN, c'est-à-dire c'est la probabilité d'avoir d'être sain tel que le test est négatif. Donc, qui est égal au rapport des vrais négatifs sur l'ensemble des négatifs, c'est-à-dire les vrais négatifs plus les faux négatifs. Alors voilà, si je prends là mon tableau pour que vous voyez ça au mieux, donc la VPP sera égale à 95 sur 115, c'est-à-dire 95, ce sont les vrais positifs, sur l'ensemble des positifs qui est 115. Et la VPN, ce sont les vrais négatifs sur l'ensemble des négatifs qui est 85, donc est égal à 94,1. Voilà comment on calcule la VPP et la VPN. Et là, et toujours bien sûr à ces valeurs calculées pour un test dont la sensibilité est égale à 95% et la spécificité est égale à 80%. Maintenant, si je prends un nombre de non malades, par exemple, différent, je vais prendre là 200 au lieu de 100 dans la case des sains. Donc, les résultats de la VPP et la VPN seront différents. Voyons ça. Alors ici, par exemple, j'ai pris là 200 individus au lieu de 200 comme tout à l'heure. Donc là, vous allez constater que les résultats des valeurs prédictives positives et des valeurs prédictives négatives seront différents. Donc là, la VPP sera égale à 95 sur 135 et la VPN sera égale à 160 sur 165, 97. Donc, des résultats différents que toujours, mais les valeurs intrinsèques du test sont toujours les mêmes. Sensibilité 95%, la spécificité est 80%. En conclusion, donc là, vous constatez que les valeurs prédictives positives et négatives changent de valeur si les effectifs des malades ou des non-malades, ou bien les deux, ils changent. D'accord? Si l'un ou les deux changent, automatiquement, les valeurs prédictives, les valeurs positives et les valeurs prédictives négatives, ils changent. Alors, maintenant, je vais prendre un exemple, soit une série de 500 femmes qui sont venues consulter pour une boule, généralement dans le sein, en utilisant le test de mammographie.
Alors, la mammographie, ce test a comme caractéristique intrinsèque la sensibilité elle est de 98% et la spécificité est de 90%. Alors, voilà. Ici, le tableau de mes données. Donc là, j'ai 100 femmes qui sont atteintes du cancer du sein, 400 qui sont sains. D'accord? 138 qui se sont révélés positifs, 362 qui sont révélés négatifs parmi les 500. Alors, premièrement, on vous dit de déterminer la valeur prédictive de la mammographie, sachant que la prévalence est de 20%. Alors, je vous rappelle, la prévalence, c'est quoi? La prévalence, c'est le taux des malades dans une population donnée. Alors, si je voudrais calculer la prévalence ici, à partir de mes données, c'est 100, c'est-à-dire c'est 100 de malades sur le nombre total, 100 sur 500 qui me va. Je l'ai donné ici, c'est égal à 20%. Et là, je vous demande de calculer les valeurs prédictives de la mammographie, c'est-à-dire la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Alors, la VPP, la valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'être malade telle que le test est positif. C'est-à-dire d'être malade tel que le test est positif. D'accord? Alors, ceci, nous avons dit que cette valeur est égale à quoi? À P de M, c'est P de M inter plus qui est égal à P de plus tel que M fois P de M sur P de plus. D'accord? Alors, la probabilité de P tel que M, c'est quoi? P de, c'est-à-dire d'avoir le test positif tel que l'individu est malade, ça c'est la sensibilité. D'accord? Et P de M, la probabilité d'être malade, c'est la prévalence P. D'accord? Et là, P de plus est égal à P de plus inter M plus P de plus inter M bar, que je peux décomposer comme j'ai fait tout à l'heure, sera égal à P de la sensibilité, telle que, ça c'est la sensibilité, P de M tel que M fois P de M, c'est-à-dire fois la prévalence, plus P de plus tel que M bar, alors P de plus tel que M bar, est égal à 1 moins la spécificité, parce que la spécificité, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir le test négatif tel que l'individu est non malade. Mais son complément, c'est P de moins tel que M bar. Donc ça va être égal à 1 moins P de moins tel que M bar, c'est-à-dire 1 moins la spécificité. Que multiplie P de M bar et P de M bar, c'est les compléments de la probabilité P de M, c'est-à-dire 1 moins la prévalence. Donc ici, vous voyez que je peux calculer la VPP. Elle est égale aussi à la sensibilité pour la prévalence sur la sensibilité pour la prévalence plus 1 moins la spécificité qui multiplie 1 moins la prévalence. Alors, par contre, la VPN, c'est la probabilité de ne pas être malade tel que l'individu présente un test négatif. Donc, ça est égal à P de M moins tel que M bar fois P de M bar sur P de moins. Alors, P de moins tel que M bar, c'est-à-dire la probabilité d'avoir le test négatif tel que l'individu est sain, ça c'est la spécificité. P de M bar, c'est le complément de P de M, donc est égal à 1 moins la prévalence, puisque P de M, c'est la prévalence. Et P de moins est égal à P de moins inter M bar plus P de moins inter M. Donc, ceci, ça va vous donner P de moins tel que M bar que multiplie P de M bar, qui est toujours la spécificité fois 1 moins la prévalence, plus la probabilité de moins tel que M. Alors là,
moins tel que M, c'est quoi? Le complément de ça, c'est P de plus tel que M. Donc, et P de plus tel que M, c'est la sensibilité. Donc, cette valeur serait égale à 1 moins la sensibilité, que multiplie la prévalence P. Donc, ici, je peux dire que la VPP est égale à SP en facteur de 1, la spécificité que multiplie 1 moins la prévalence sur la spécificité 1 moins la prévalence plus 1 moins la sensibilité que multiplie la prévalence. Alors, pourquoi je fais tout ça? Là, vous avez constaté que j'ai calculé les valeurs prédictives. Et là, vous ne voyez pas la valeur 500, la valeur grand N intervient. C'est-à-dire, quel que soit l'effectif, je peux calculer les valeurs prédictives positives, les valeurs prédictives négatives d'un test donné, sans tenir compte là de la population, des effectifs de la population statistique. Alors, application numérique, si vous faites l'application numérique, là, vous allez obtenir une BPP de 71%, la VPN de 99,4%. Alors, interprétation de ça, et c'est ça qui est essentiel. Maintenant, pour interpréter la valeur de la VPP, vous dites, si une femme présente un test positif, parce que là, la VPP, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir le test positif tel que l'individu est malade. Alors, si une femme présente un test positif, elle a 71% de chances d'avoir un cancer de sein. Et maintenant, pour interpréter la VPN, si une femme présente un test négatif, elle a 99,4% de chances de ne pas avoir un cancer du sein. Donc voilà comment on interprète. Si on vous demande par exemple de calculer les paramètres prédictifs du test, c'est-à-dire vous allez calculer la VPP et la VPN et les interpréter, voilà comment il faut les interpréter. En petit b maintenant, on vous demande de faisant le test de mammographie dont les caractéristiques intrinsèques sont les mêmes. C'est-à-dire toujours avec la sensibilité de 98%, la spécificité est de 90%, pour une population cette fois-ci de 5000 femmes de 50 à 69 ans, et dont la prévalence P est de 1%. D'accord? Alors là, et déterminer les valeurs prédictives de la mammographie. Donc là, vous allez trouver, si vous faites les calculs cette fois-ci avec ces valeurs, vous allez trouver la VPP, elle va chuter à 9%. Et la VPN, bon, elle ne va pas beaucoup bouger, il va passer de 99,4 à 99,98%. D'accord? Alors, que peut-on conclure à partir de ces résultats A et B? Donc, à partir de ces résultats A et B, vous voyez très bien que les valeurs prédictives, ils vont dépendre de la prévalence. Donc, nous avons passé, lorsque la prévalence était de 20%, et maintenant on a passé de 1%, donc les valeurs ont beaucoup changé. Donc, les valeurs prédictives dépendent de la prévalence. C'est ça ce qu'il faut conclure. Donc, les valeurs prédictives, elles dépendent de la prévalence. Et c'est ce que nous avons vu dans la formule de la VPP, la VPN. D'accord? Ils dépendent en particulier de la prévalence. Voilà, la VPP. Donc, puisque la sensibilité et la spécificité de test, il reste la même. Donc, le seul facteur ici qui ils vont dépendre de la VPP et la VPN, c'est la prévalence. Donc, comme vous avez vu, c'est ce que nous avons fait. Lorsque nous avons passé d'une prévalence de 20% à 1%, les valeurs de la VPP et de la VPN ont changé. Donc, la conclusion, les valeurs prédictives dépendent de la prévalence. Voilà, en résumé, bon, en résumé, sensibilité et spécificité sont les caractéristiques intrinsèques d'un test. Valeurs prédictives d'un test, ils dépendent bien sûr des caractéristiques intrinsèques d'un test et de la prévalence de la maladie dans la population où il est appliqué. D'accord? Alors, voilà, ici on va faire un petit exercice.
c'est-à-dire un test diagnostique de grossesse, a été proposé qui peut être acheté et utilisé sans consulter le médecin. C'est-à-dire vous pouvez faire vous-même là ce test. Alors, sachant que la sensibilité du test est de 0,8, donc la sensibilité est égale à 0,8, on a estimé que sur 100 femmes qui utilisent ce test, à un moment donné, 40 sont réellement enceintes et 3, ce sont des faux positifs. C'est-à-dire, vous pensez à tort être enceinte. Et on vous demande de calculer la VPP et la VPN. Bon, je vais essayer de faire avec vous ce petit exercice. Alors, je vous montre la procédure là. Comment faut-il procéder? Alors, tout d'abord, soit toujours dans des exercices de probabilité, il faut d'abord l'analyse des données. D'accord? C'est-à-dire tout ce qui est donné, il faut les rendre sous forme de probabilités. Alors, pour cela, soit je peux faire un tableau, d'accord, dans mes tableaux ici. Alors, un test diagnostique, soit je vais avoir ici des femmes qui sont enceintes, d'accord, ou bien des femmes qui ne sont pas enceintes, que je peux représenter par E bar. D'accord? Alors, ces femmes vont subir un test. Soit le test va être positif, soit le test va être négatif. Alors, négatif, toujours, je représente ça par T bar, des femmes non enceintes par E bar. Et j'ajoute là une colonne pour faire les totaux de lignes, et là, une ligne pour faire le total des colonnes. Et là, non, je vais essayer de remplir là mon tableau pour voir qu'est-ce que j'ai. Alors, un test diagnostique a été proposé qui peut être acheté et utilisé sans consulter le médecin. La sensibilité du test est de 0,8. C'est la sensibilité, c'est quoi? C'est-à-dire la probabilité d'avoir le test positif tel que la femme est enceinte. D'accord? P de T tel que E est égal à 0,8. Ce que nous avons appelé la sensibilité. On a estimé que sur 100 femmes qui utilisent ce test à un moment donné, donc l'ensemble des femmes qui ont fait ce test lors de cette étude, une centaine. Donc ça, c'est le total général. Alors, on a estimé que sur 100 femmes qui utilisent ce test, à un moment donné, 40 sont réellement enceintes. Donc là, les femmes qui sont enceintes, j'ai une quarantaine. D'accord? Et 3, ce sont des faux positifs. Et 3, ce sont des faux positifs. Alors, où va se trouver les faux positifs? Les faux positifs, généralement, c'est-à-dire c'est les femmes qui ne sont pas enceintes et le test va se révéler positif. Donc, c'est ça ce que j'appelle les faux positifs. Les faux positifs, ils se trouvent ici. Là, j'ai 3 femmes qui sont des faux positifs. D'accord? 3 des faux positifs, c'est-à-dire vont penser à tort d'être enceintes, mais en réalité, ils ne le sont pas. Parce que là, ils vont penser qu'ils sont enceintes parce que le test s'est révélé positif. D'accord? Alors là, il me demande de calculer la VPP et la VPN. Voilà, ici, j'ai plusieurs méthodes. Soit, premièrement, je peux compléter là mon tableau, parce que là, ici, je peux, si j'ai 40 femmes qui sont enceintes, sur les 100, je vais avoir ici, bon, je change de couleur. Là, je vais avoir 60, normalement, qui ne sont pas enceintes. D'accord?
Alors ici, j'ai 60 femmes qui ne sont pas enceintes. J'ai 3 qui sont des faux positifs. Donc, je vais avoir 57 des vrais négatifs. C'est-à-dire qu'ils présentent un test négatif et qui ne sont pas enceintes. Donc, c'est 60 moins 3, c'est 57. D'accord? Voilà. À partir des données, ce que je peux remplir. Mais je connais ici j'ai la probabilité, je connais la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est quoi? C'est la probabilité de T et d'avoir le test positif tel que l'individu est, est, est enceinte, c'est-à-dire la femme est enceinte. Alors ça est égal à quoi? Donc, bon, je change là, je vais m'enseigner, je crois. Donc là, j'ai la probabilité de T, c'est-à-dire la sensibilité telle que E, est égale à la probabilité de T inter E sur P de E. Alors, cela veut dire que P, puisque ça je la connais, donc je peux déterminer cette probabilité, c'est-à-dire la probabilité de T inter E soit est égale à P de T tel que E, c'est 0,8. Que multiplie P de E. Alors, P de E, c'est la probabilité d'être enceinte. Donc, P de E est égal à 40 sur 100, c'est 0,4. Que multiplie P de E, c'est-à-dire là, 0,4. Donc, la probabilité de T inter E, ça va nous donner 0,32. Donc, cela veut dire, je vais avoir, parce que là, toutes les cellules représentent les intersections. Ça, T inter E, ça c'est T bar inter E, ça c'est T inter E bar, et ça c'est T bar inter E bar. D'accord? Alors, 0,32, c'est quoi? C'est 32 sur 100, puisque là, ici, je vais avoir 32 individus. D'accord? 32 individus, la probabilité de T inter E est égale à 0,32. Si je multiplie ça par 100, je vais obtenir l'effectif des individus qui ont présenté un test positif tel qu'ils sont effectivement enceintes. D'accord? Alors là, automatiquement, je vais avoir là 8, puisque là c'est 40 moins 32, ça va me donner 8. Donc, avec ça, j'ai complété mon tableau. Donc ici, je peux calculer les totaux. Je vais avoir ici 35. Là, 8 plus 57, c'est 65. Ou bien 100 moins 35, c'est 65, c'est la même chose. Voilà, j'ai mon tableau qui est complet. Donc là, je peux calculer la VPP et la VPP. Alors, j'ai dit que la VPP, c'est quoi? La VPP, c'est la probabilité d'être malade tel que le test est positif. Mais ici, c'est pas malade, c'est enceinte. D'accord? Je vais enlever ça.
la probabilité d'être enceinte telle que le test positif. Donc là, ça est égal à P de E inter T sur la probabilité de T. D'accord? Alors, la probabilité de E inter T, c'est ça, parce que la probabilité, l'action est commutative. E inter T ou bien T inter E, c'est la même chose. Donc, c'est 32 sur 100. Et la probabilité de T, c'est 35 sur 100. Donc là, je peux simplifier par 100 sur 100. Donc ça va me donner 32 sur 35. D'accord? Donc la VPP est égale à 32 sur 35. Alors là, 32 sur 35, je peux calculer ça rapidement avec l'Excel. Vous voyez l'écran? Allô? Monsieur. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Alors, 0,91. pardon? 0,91. 0, très bien, c'est ça, 0,91. Voilà, ceci, ça va vous donner une valeur de 0,91. D'accord? La même chose maintenant pour la VPN, la valeur prédictive négative est égale à la probabilité de ne pas être enceinte, c'est-à-dire P de E bar, tel que T bar. Donc ça est égal, comme ici, P de E bar inter T bar sur la probabilité de T bar. Alors, la probabilité de E bar inter T bar, c'est ici. E bar inter T bar, c'est 57 sur 100. D'accord? Et la probabilité de T bar, c'est 65 sur 100. Donc, je peux simplifier par 100 et là, je vais avoir 57 sur 65. Voilà, ça vous donne 0,87. 87, voilà. Et voilà comment on peut calculer la VPP et la VPN d'un test. Bien sûr, avec les caractéristiques du test, c'est la sensibilité de 80%. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi il sera égal la spécificité? À quoi il sera égal la spécificité? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur la spécificité? La spécificité, c'est la probabilité d'avoir le test négatif tel que, ici, notre cas, la femme n'est pas enceinte, tel que l'individu est sain. Ici, la femme n'est pas enceinte. D'accord? Donc, ça vous donne quoi? Il va vous donner, c'est la probabilité de T bar inter E bar sur la probabilité de E bar. Alors, là, si je retourne à mon tableau, E bar, T bar, c'est 57, d'accord?
57 sur 100, donc là est égal à 57, que divise la P de E bar. Alors P de E bar, l'ensemble des femmes qui ne sont pas enceintes, sur 60. C'est 57 sur 60. 0,95. Pardon? Ça va donner 0, 0,95. voilà, 0,95. Et voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez maintenant bien maîtrisé le théorème de Bayes, parce que ça c'est le plus important. Oui, je n'ai pas parlé encore d'un petit point sur l'efficacité d'un test. Alors, je n'ai pas noté ça dans l'efficacité du test, je peux l'évaluer par un indice que j'appelle ça l'indice de Udent, pour dire est-ce que ce test est efficace ou pas. L'indice de Udent. Alors, l'indice de Udent, c'est tout simplement il est égal la sensibilité plus la spécificité moins 1. En principe, si l'indice de Udent est supérieur à 60%, strictement 60%, je dis le test est efficace. S'il est inférieur, il n'est pas efficace. Alors, si je prends le cas ici de ce test, j'ai une sensibilité qui est égale à 0,8, 80%, et la spécificité de 0,95, donc moins 1. Donc là, on a 0,8 plus 0,95, ça fait 1,75, ce qui va me donner une valeur de 0,75. Donc là, vous constatez que l'indice de Udent, elle est supérieure à 0,60. Donc je peux conclure que mon test de grossesse ici, elle est efficace. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis encore là pour vous répondre. Si vous n'avez plus de questions, à lundi, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, bon, j'arrête d'abord mon enregistrement.